Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier éco dédié au business model des marques de mode de demain. Un mot très rapide d'introduction pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet atelier. Delphine Lemintier, Malika Douani, Sofiane Alla et l'ensemble des collaborateurs BPI France impliqués sur la matrice mode de demain. Je remercie très chaleureusement notre partenaire sur cet atelier, l'Institut français de la mode, et tout particulièrement Benjamin Simenauer qui a accepté de modérer cet atelier. Je remercie évidemment tous nos intervenants, mais je laisse le soin à Benjamin de vous les présenter. Très bon atelier, merci. Merci beaucoup Adeline, bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous. En fait, ce n'est pas un atelier, mais un double atelier auquel nous avons convié aujourd'hui. On a deux tables rondes sur deux sujets brûlants de la mode et de son système et de son mode de fonctionnement. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est la question de la mode durable et des leviers de transformation qui sont nécessaires pour passer d'une mode telle qu'on la connaît, alors telle qu'on l'a connue, avec cette image que vous voyez là, qui est une image d'un défilé de la maison Chanel de 2010, où à l'époque, c'était merveilleux de pouvoir déplacer un énorme bloc de glace depuis la Suède jusqu'à Paris. Personne ne trouvait rien à redire à cela. Et évidemment, on regarde ce défilé aujourd'hui avec une autre, peut-être un autre regard, une autre perspective. Et donc, bien sûr, on va discuter de ces nouvelles perspectives avec lesquelles on regarde la mode. Et peut-être la première question que je vais poser à mes invités, qui sont donc Sébastien Kopp, qui est le directeur artistique de Veja et aussi le cofondateur de la marque Veja. Julie-Marlène Pellissier, qui est à côté de moi, qui est Sustainability Manager chez H&M. Et Charlotte Dereux, qui est la fondatrice de la marque Patine. Donc j'ai envie de vous... D'abord, bienvenue à tous les trois. J'ai envie de commencer par vous demander, on entend beaucoup maintenant dans les médias, dans le monde de la mode et un peu en dehors aussi, et dans le public, on entend ce mot peut-être un peu barbare de mode éco-responsable. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelle est votre approche par rapport à ça? Comment est-ce que vous définissez cette idée-là? Charlotte. Bonjour. Ok, alors je me lance. Directement, moi, ça m'évoque le sujet du volume et du coup de l'énorme, d'une autonomie très forte entre le désir de mode et le budget de la planète, parce qu'il n'y en a plus, en fait, on n'a plus de ressources. Donc comment on fait, parce qu'on est nombreux et nombreuses j'aurais dû dire nombreuses et nombreux, c'est mieux, à adorer les habits, et en même temps, il n'y a plus de ressources. Donc comment on fait? Du coup, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais ce que je peux dire, c'est ce que nous, on met en pratique, notre approche. Au niveau du produit, il y a 3 piliers très forts. Et j'en montre 2 parce que j'ai la main pleine. 3. Le premier, c'est celui de la durabilité. C'est faire en sorte puisqu'on doit avoir moins d'habits, puisqu'on va produire moins d'habits, comment on fait pour aimer ce qu'on a? Du coup, fabriquer des habits qu'on va aimer plus longtemps. Donc, ils sont conçus avec déjà des matières, des choix qui font qu'ils vont rester beaux dans le temps, s'user joliment. Et nous, c'est pour ça qu'on s'appelle Patine, mais voilà. Le deuxième pilier, c'est celui de l'éco-responsabilité, et du coup d'essayer de suivre, de fabriquer avec les ingrédients et d'une manière la plus propre, traçable, avec des partenaires bien payés. Voilà, ces 2 premiers ingrédients, ils se mesurent. Donc il y a des tests qu'on peut faire en laboratoire pour la durabilité. Il y a un impact de l'analyse de cycle de vie du produit qu'on peut faire pour essayer de limiter son empreinte carbone, sa consommation d'eau, la pollution d'eau. Ça, c'est les 3 indicateurs que nous on suit. Il y en a d'autres. Le troisième pilier pour moi, c'est celui de l'émotion, en fait, parce qu'il n'y a pas de mode sans amour des vêtements. Et celui-là, heureusement, il ne se mesure pas. Et du coup, il est lié justement à un projet de marque qui fait qu'on fabrique des habits aimables, qu'on va aimer longtemps. Et donc de remettre du temps et du raisonnable et une croissance donc raisonnée dans la mode. Julie-Marlène. Merci. Je mets ça là, je me permets d'enlever mon masque pour... merci de nous faire participer à cette projection de l'avenir de la mode et quels peuvent être les leviers de transition. Tu disais les mots comme éco-responsabilité. Je pense qu'au-delà des mots, ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque acteur va utiliser ses forces. Toi, tu parlais effectivement du modèle Patine.
et de voir comment justement ces forces vont être mises au service de cette transformation de la mode au sein de l'industrie. Et donc pour parler de ce que je connais, donc d'H&M, on s'est fixé nous pour mission depuis sa création de démocratiser la mode. Et démocratiser la mode, ça veut dire aujourd'hui rendre cette mode plus responsable, accessible à tous, au plus grand nombre, c'est-à-dire pas réservé à une élite. Et donc un groupe comme H&M va avoir pour mission d'utiliser son expérience et sa taille pour justement mener ce changement au sein de l'industrie. C'est-à-dire mener des actions qui vont avoir un impact mondial parce que les mesures sont prises à l'échelle internationale. Et quand je dis expérience et taille, c'est pour vous donner une idée, ça fait plus de 70 ans que H&M existe. Et on est présent dans plus de 70 marchés, c'est 150 000 collaborateurs dans le monde. Ça veut dire autant d'années d'expérience et de travail sur la compréhension des enjeux humains et environnementaux au sein de l'industrie et de leur évolution au fur et à mesure des années. Et puis c'est autant d'années de partenariat justement avec des collaborateurs et des partenaires commerciaux en pays de production. C'est plus de 3000 personnes H&M qui travaillent au quotidien justement sur ces sujets en pays de production. Et à travers, on va dire, ces relations commerciales, c'est plus d'1,5 million de personnes qui sont concernées finalement par les décisions qu'on va prendre avec ces partenaires commerciaux. Donc c'est pour vous donner un peu l'idée de nous, notre rôle et de la responsabilité qu'on a et qu'on prend, qui est de se dire, ok, on a tous un rôle à jouer dans le changement de cette transformation de la mode. Mais voilà où nous on se place. Notre responsabilité, elle est sur le fait de proposer donc une mode responsable à tous. Donc nous c'est vraiment l'échelle mondiale, de façon responsable c'est sûr, et d'accompagner nos clients dans plus de transparence pour qu'ils puissent faire des choix plus éclairés. Et là-dessus, comme tu dis, également après que les vêtements aient quitté nos magasins. Donc dans l'entretien, la réparation, etc., la prolongation du vêtement. Sébastien, on sait que Veja est un pionnier, est un des premiers acteurs historiquement de cette mode responsable, morale, ou quelle était l'approche au départ et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Salut Benjamin, bonjour à toutes et tous. Il y a des visages familiers dans l'Assemblée et ça fait du bien de se retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu et ça fait très plaisir. Donc bonjour à toutes et tous. Benjamin, pourtant on avait préparé la conférence, on avait passé du temps et je t'avais dit que moi l'éco-responsabilité, la morale et tout ça, ça me faisait peur. C'est pas des mots que je trouve très justes à utiliser pour des marques de mode ou pour quelques projets d'entreprise que ce soit. Mais à ces mots-là, nous on les a jamais utilisés, on les a jamais pensés. Et nous, à ces mots-là, on les a remplacés par plutôt déconstruire une paire de baskets pour la reconstruire différemment. Et dire qu'elles sont écologiques, c'est pas vrai. Dire qu'elles sont plus écologiques que les autres, c'est vrai. Dire qu'on remonte le chemin de la réalité pour aller chercher nous-mêmes les matières premières, comme le caoutchouc des semelles ou le coton bio de la toile. Nous, c'est notre passion, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va au Brésil, on est allé à la rencontre des producteurs de coton bio, on a fixé un prix différencié sur les principes du commerce équitable avec eux. On a réussi à acheter 2 tonnes à un prix différencié, ça c'était en 2004. On a fait la même chose en Amazonie, où on a remonté le chemin du caoutchouc pour le redescendre ensuite et aller chercher du caoutchouc en Amazonie chez des gens qui vivent dans la forêt, des communautés qui vivent dans la forêt, et acheter directement ce caoutchouc. Puis ensuite faire filer le coton, donc trouver une filature, aller dans la filature, trouver une usine de tissage pour tisser ce fil, trouver une usine de basket. Et en fait, on était très innocents à l'époque parce qu'on avait 24-25 ans et qu'on ne connaissait rien ni à la mode, ni au basket, ni à rien du tout, ni au coton bio, ni à l'Amazonie. On l'a fait de façon un peu innocente, mais on est tombé amoureux de cette façon de faire, c'est-à-dire de cette façon de faire réelle, de se confronter à la réalité, de voir ce qui ne va pas dans cette réalité et d'essayer de l'améliorer. Et donc l'éco-responsabilité,
je suis pas à l'aise avec ce mot-là. On préfère l'écologie, on préfère le commerce équitable, on préfère des mots précis. Parce que éco-responsabilité, finalement, d'avoir des gobelets en carton, c'est éco-responsable, mais est-ce que c'est bien finalement s'ils ont été fabriqués en Chine par des gens sous-payés? J'en sais rien. Nous, ce qu'on essaie de faire chez Veja, c'est de descendre ce chemin de la production jusqu'au stockage, jusqu'aux ateliers logistiques, pour à chaque fois changer la façon de faire. Et c'est se confronter à la réalité, et c'est beaucoup plus marrant que de parler de transparence, éco-responsabilité et tout le blabla ambiant qui, je pense, fatigue tout le monde, où plus personne ne comprend rien. Nous, on préfère parler de réalité. Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question comme ça, c'est que pour que tout le monde puisse profiter de la leçon et pas seulement moi. C'est pas une leçon, c'est notre façon de faire. Mais ça peut devenir, en tout cas, un exemple, et un exemple qui peut inspirer. Donc je pense que c'était une bonne chose de partir de là, et aussi de dire qu'il faut déconstruire certaines notions, peut-être, qui perdent leur sens. Mais aussi, une chose que tu disais, et que tu n'as pas dite là, c'est que le chemin est encore très long, c'est-à-dire que les transformations qui sont nécessaires pour qu'on puisse passer à une mode plus humaine, peut-être, tout simplement, il est encore long, et on est là pour discuter des leviers de transformation. Donc j'ai envie de vous poser à tous les trois là, la question, aujourd'hui, quelles sont les priorités, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir et qui vont faire qu'on va peut-être effectivement réenchanter certaines parties de l'industrie qui ont perdu de leur valeur ou de leur sens. Alors, je pense que le super mot que tu viens de dire, c'est réenchanter. C'est qu'il y avait peut-être jusqu'à pas si longtemps, à part Veja, qui est notre maître à tous, avec Patagonia, qui a Yvon et Sébastien dans mon cœur. Mais on voyait un peu la mode responsable d'un côté et la mode tout court. Et tu montres une image de Chanel ici, et puis après, il y aurait la mode de la vie claire avec des gâteaux un peu secs et moins bons que les Pépitos. Et en fait, je pense qu'on est arrivé dans une époque où les deux sont indissociables, un peu comme quand on dit le beau, le bon, beau à l'intérieur, beau à l'extérieur, ça s'emmène un peu mièvre, mais il me semble que le sujet, il est là, c'est comment en fait on redéfinit une marque dans son sens, dans ce qu'elle fait derrière, et comment on redéfinit le cool, on en a parlé. C'est vrai que moi, un des premiers posts Instagram de Patine, c'était allez, on va devenir les cools du fond du bus. Moi, quand j'étais petite, j'étais plutôt devant, et je rêvais d'être derrière avec ceux qui faisaient du bruit, qui étaient tout le temps debout et tout, et qui se passaient leur Walkman auto-reverse Sony. Et maintenant, j'ai l'impression d'être du bon côté du bus, c'est-à-dire de ceux qui ouvrent des nouvelles voies et qui savent donner envie et montrer en fait que la mode responsable, même si c'est pas toujours, on peut discuter du terme, c'est justement nouveau, un challenge et qui a mode dedans. Et c'est ça c'est cette antinomie qui a l'air, ce qui a l'air antinomique qui est excitant. Après, du coup, quand on reparle de réenchanter, on parle d'humain. Et chez nous, l'humain, c'est justement de choisir une croissance raisonnée, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps de faire un projet qui nous semble, je ne sais pas s'il est complètement responsable, mais en tout cas, on en est fiers, on dort bien et on est droit dans nos bottes le soir en se disant on a fait du mieux possible. Et dans ce côté humain, il y a l'aspect de se construire une communauté doucement. Nous, c'est une des manières de faire, en tout cas, de ne pas bombarder très vite en pub. Moi, je l'ai fait ça dans une vie précédente et j'ai plus du tout envie. Et donc, du coup, d'y aller client par client, par un bouche à oreille positif, avec une vraie connexion avec les gens à qui on vend. Le mot communauté aussi, il a été dévoyé, je pense. Mais alors que une vraie communauté, c'est génial en fait. Moi, j'aime bien dire, je sais pas, les fan clubs ou la famille, on peut dire ce qu'on veut, mais se sentir entouré et du coup prendre le temps de se créer un cercle fort et accepter que ça va grandir doucement mais de manière très solide. Ça, c'est une des manières, je pense, de réenchanter et de raconter l'intérieur. Ça veut dire raconter le parcours de création, raconter qui font les habits et pas seulement nous. Donc montrer les usines, montrer les gens qui font, et pas non plus endormir avec des trucs marketing et des belles photos d'une main qui coupe un sac, mais de juste montrer que, de raconter, on a 6 mois de retard sur nos jeans parce qu'en fait, là, c'est le Covid au Portugal aussi. Donc les femmes qui les fabriquent en ce moment, elles gardent aussi leurs enfants. Donc on va décaler.
on va faire une précommande, est-ce que ça vous va? Et puis du coup, on a le temps de vous demander est-ce que vous préférez du bleu light ou du bleu médium. Voilà, ça c'est une des façons, je pense, de réenchanter la mode, c'est d'emmener les clients avec nous et de plus faire des marques qui sont des marques écran et qui vendent et qui sont descendantes, qui disent voilà, je suis sur ce podium et achetez si vous aimez. C'est plutôt voilà mon projet, qui m'aiment me suivent et qui nous aiment nous suivent. Voilà. Alors, ça va, notre podium n'est pas très haut là. Non, là ça va, on est bien. Julie Marlène, je sais aussi que chez H&M, il y a des leviers de transformation qui sont en cours. Tu as évoqué évidemment la problématique spécifique qui est de transformer à très grande échelle. Quels sont les enjeux là Alors il y en a beaucoup, Ouais. il y en a beaucoup. En résumé. Mais en résumé, je dirais que on axe beaucoup notre travail sur deux axes importants. La circularité, c'est-à-dire vraiment un modèle, une industrie qui est complètement construite de façon linéaire vers un modèle circulaire. Et puis la transparence, alors la transparence pas comme un mot, mais comme vraiment un outil de changement. Et donc comment est-ce qu'on mobilise nos clients via cette transparence? Donc la circularité, clairement, nous, c'est notre objectif, est d'être 100% circulaire. Donc ça veut dire des décisions qui sont prises à chaque étape de fabrication du vêtement, depuis le choix des matières, la conception, le design, le transport, la production, et jusqu'à même après l'utilisation par nos clients qui en est fait. Et là-dessus, du coup, ça nous amène à parler d'innovation, parce que dans ce défi de la circularité, sans innovation, aujourd'hui, on est très en retard, en fait, comme industrie sur cette transformation entre le linéaire et le circulaire. Donc, innovation au niveau pour trouver des nouvelles matières naturelles, pour trouver des matières et des technologies qui permettent de recycler un vêtement en un autre vêtement. C'est aujourd'hui encore très difficile. Et puis innovation également dans tous les nouveaux business models, la location, la seconde main qui permettent une nouvelle, on va dire, utilisation de la mode, et dans toutes les façons également d'accompagner l'entretien du vêtement, la réparation, tous les services qu'on a développés par exemple nous avec TechCare autour de ça. Donc effectivement, circularité et d'une part, transparence. J'ai donné un exemple assez concret pour montrer que c'est pas un mot, que c'est un outil du changement. Depuis 2019, on a développé un outil qui permet de donner en fait comme information quand on rentre dans un magasin H&M, qu'on scanne un produit ou sur le site en ligne, mais vraiment à ce produit-là qu'on a dans la main, on a des informations sur les matières qui le composent. Et puis des informations sur pourquoi le tencel versus la viscose conventionnelle, comment est fait notre coton, enfin voilà, des informations qu'on estime et qu'on espère utiles pour le client. Des informations aussi toujours au produit sur où est-ce qu'il a été fait ce vêtement justement, dans quel pays, quelle usine, son adresse, le nombre d'employés, que ça. Donc autant d'éléments qu'on souhaite nous pour permettre en fait finalement aux gens de s'en sortir, comme tu disais, dans ce monde qui est complètement confus parce qu'on a mis des mots dessus. Et là, la prochaine étape qu'on a, sur laquelle on travaille actuellement, c'est de rajouter à ce produit des informations justement sur l'impact environnemental et à terme social également de ce vêtement, et de façon identique, c'est-à-dire comparable. Et encore une fois, c'est ça qui est clé, c'est pourquoi on est perdu aujourd'hui quand on rentre dans n'importe quel magasin, c'est qu'il y a des labels partout, qu'il y a des mots qui fusent, et que quand bien même on veut bien faire, eh bien on ne sait pas très bien comment. Et donc cette comparabilité dans cette information au produit, c'est là que la transparence, elle est acteur du changement pour nous. Pour qu'il y ait changement, il faut aussi qu'il y ait un changement d'attente, de mentalité. Est-ce que vous avez l'impression, là pareil, je vous pose la question à tous les trois, qu'il y a une sorte de changement peut-être culturel ou de priorité, de représentation du monde qui va accélérer cette transformation? Ouais, on en parlait lors de la préparation. Le truc principal et dont personne ne parle jamais finalement, c'est que je pense que les gens, enfin nous, on est assez informés aujourd'hui de tout ce qu'on devrait changer, mais que le système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui l'empêche. Parce que dans les entreprises, même comme H&M, qui a plein de bonnes choses, mais plein de limites à la fois, il y a des gens qui bougent très vite, très fort, mais qui sont parfois un peu empêchés. Enfin, moi, c'est l'écho, maintenant j'ai 43 ans, je connais pas mal de gens dans les grands groupes, etc. Et je trouve les gens un peu empêchés de faire des projets qui disrupteraient l'impact environnemental, l'impact social de la mode.
Et du coup, ce dont on ne parle jamais, c'est de ceux qui décident vraiment. Je dis ceux parce que c'est souvent des hommes, qui sont les actionnaires de ces grands groupes, qui sont les actionnaires des marques de mode, et qui sont bien souvent des fonds sans visage, sans vraiment de visage, avec une décision qui est complètement diluée, et des DG de grands groupes qui sont placés là pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a un moyen terme, il n'y a pas de long terme en tout cas, et où les actionnaires, les fonds, etc., ont des attentes de rentabilité. Et quand on n'a que ça en ligne de mire, finalement, on se dit c'est sympa de mettre un peu de vernis vert, un peu de transparence, un peu d'éco-responsabilité par-ci par-là. Mais finalement, qu'est-ce qui compte? C'est la rentabilité. Et le changement culturel qui est en cours, en tout cas, je pense pour tout le monde, à la fois dans la mode, mais à la fois dans l'économie, dans la politique, c'est la transparence, la vraie, celle où rien n'est caché et il n'y a pas de faux discours, ou en tout cas les discours sont cohérents avec les faits. Et c'est vrai que les actionnaires, on ne les entend pas beaucoup là-dessus. On n'entend pas beaucoup les Bolloré, on n'entend pas beaucoup les Bernard Arnault, on n'entend pas Bernard Arnault qui dit... On entend un peu Kering, mais Kering, ils ne payent pas leurs impôts en France. Ils se sont fait relever parce qu'ils avaient 1,5 milliard d'évasion fiscale. Donc les discours c'est bien, mais je pense que les actionnaires ont un grand rôle à jouer dans le fait d'impulser ce changement. Et donc on est au bon endroit pour le dire, puisqu'on est avec la BPI qui est actionnaire de plein d'entreprises. Et c'est, je crois, aux actionnaires aussi de faire peut-être un effort sur la rentabilité pour un certain temps, et d'essayer en tout cas d'impulser cet effort écologique, cet effort social, parce que les deux vont de pair. On peut avoir le plus beau des t-shirts en coton bio, s'il est fabriqué au Bangladesh pour $28 par mois, alors que les ouvriers sont payés $28 ou $35 par mois. À quoi ça sert finalement? Donc je crois que les actionnaires ont un rôle prioritaire, essentiel à jouer dans ce changement culturel. Mais c'est en cours. Peut-être avec la génération qui vient, la génération d'après, est beaucoup plus informée que la nôtre et a ces sujets-là bien en tête. Mais c'est aussi à nous de jouer, à tout le monde. Moi, je répondrais à la croisée d'une jeune vieille ou d'une vieille jeune que je suis. Moi, j'ai quitté un grand distributeur de chaussures après avoir invité notamment Veja à parler à l'équipe. Et 6 mois plus tard, je suis partie monter patine. Donc, je pense que c'est un petit exemple aussi de réveil qu'on peut tous avoir. Moi, je ne l'ai pas fait à 20 ans, je l'ai fait un petit peu plus âgé, mais il n'y a pas d'âge. Juste pour dire que du coup, quand on dit est-ce que les attentes des consommateurs ont changé, on revient sur ce sujet de déplacer le désir et déplacer les envies, déplacer le cool, encore une fois. Et moi, ça me fait écho aussi avec, je pense que vous avez tous lu, si vous êtes là, Naomi Klein, Nos logos, bien sûr. Donc si vous ne l'avez pas lu, il faut lire. C'est un livre écrit en 1999 qui décrit les années 90 et qui décrit les marques qui, moi, me faisaient rêver et parfois me font encore rêver. Donc les Nike, les Gap, les Levi's, comment elles sont devenues globales avec MTV, avec les dénicheurs du cool, avec les faiseurs de tendance, et comment ils ont aussi, certains, revendu leurs usines qui faisaient tout de A à Z, tout ce dont on rêve aujourd'hui, pour, avec ce budget, s'acheter des campagnes de pub globales magnifiques. Du coup, je fais écho à ça parce que je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est réinventer les modèles, être des nouveaux modèles, pas forcément globaux, mais une multitude de petits modèles, donc de petites marques inspirantes qui inspirent, et que c'est pas être petit et en bonne santé, c'est pas la loose. On peut rêver de vouloir faire une belle PME rentable, Patine par exemple, puisqu'on est en train de parler d'argent ici, je crois. On est rentable depuis le premier jour, donc c'est possible. On peut grandir tranquillement, se constituer une équipe, être créatif, voilà, et faire des nouveaux modèles qui font rêver, et qui font rêver du coup à la fois des projets qui sont bons et beaux. Nous, on est petits, mais on est passé entreprise à mission il y a 2 jours. Les statuts ont été déposés. On devient Bicorp. Moi, je trouve ça fou. Enfin, je vais être Bicorp comme les glaces, et enfin, j'ai oublié le nom, mais les Cookie Dough, et comme Ben & Jerry's, quoi, d'avant, comme Veja. Comme Patagonia, notre maître à tous. Donc du coup, ces nouveaux modèles, il faut les créer. C'est pas, encore une fois, pas une question de taille, et on peut rêver de faire quelque chose petit et chouette, et d'être
beaucoup à proposer du coup du petit et chouette, et à force qui crée une espèce de nouvelle coalition du cool et des nouveaux modèles désirables. Voilà. Est-ce que... Oui. On a dit beaucoup de choses. Il y en a dit beaucoup de choses. Et du coup, je vais peut-être rebondir en disant quelque chose que je ressens d'un message d'optimisme. C'est-à-dire que dans mon travail au quotidien, oui, c'est dur. Hein, c'est des batailles qu'on doit mener aussi en interne, bien sûr. Et on est gros. Donc ça facilite pas la tâche. On existe depuis longtemps, ça facilite pas la tâche non plus. Plutôt que de démarrer d'une page blanche, quand on a évoqué tout à l'heure linéaire, c'est comme ça que ça s'est fait, ça s'est construit. On a notre responsabilité, donc maintenant comment on y fait face? Et mon message d'optimisme, enfin c'est ce qui me fait me lever le matin, donc j'espère que oui, j'ai encore envie. C'est que je vois justement l'impact au quotidien et l'échelle et la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'impact qu'on peut avoir justement lié à cette taille. Mais c'est, à la fois c'est très grand, mais c'est très concret aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure tu évoquais les dirigeants, etc. Depuis 2018, c'est Elena Elmerson qui est notre CEO, c'est une femme qui travaille depuis 20 ans chez H&M. Elle a fait presque tous les métiers, notamment les métiers en pays de production, et notamment elle était la head de la sustainability. Donc nous, c'est le mot qu'on a pour dire développement durable. Donc c'est elle qui chapeaute. Donc elle est vraiment voilà, sur le terrain. Sa source, c'est ça. Donc elle impulse encore plus qu'avant, plus que jamais. Donc quand elle parle aux investisseurs, quand elle parle à, elle a ça dans sa ligne de mire. Ça répond au COMEX. Donc il y a tout l'aspect effectivement stratégique qui est décidé. Et puis il y a l'aspect également, ce qu'on disait sur le terrain, comme tu disais, c'est que c'est sur le terrain que les choses s'opèrent. C'est via les relations commerciales qu'on a avec tous les partenaires commerciaux qu'on a dans chaque pays de production. C'est toutes les équipes qu'on a sur place. Et c'est là-dessus que moi je suis effectivement convaincue que le travail il est long, qu'on n'est pas parfait, que le travail il est dur, mais qu'on est sur la bonne voie. Et qu'on est sur la bonne voie parce qu'on est à la fois sur la voie internationale et sur la voie terrain au quotidien sur les pays. Et là-dessus, la collaboration entre les marques, elle est clé. En vrai, on travaille énormément avec les grands groupes, les petites marques. En vrai, sur ces sujets-là, nous, on a beau être gros, tout seul, c'est pas suffisant. Et dans les faits, sur les sujets environnementaux, sur les sujets humains, on travaille main dans la main avec toutes les marques. On les fait intervenir dans nos collections. C'est comme ça qu'on les remet pied à l'étrier pour être proposés ces nouvelles matières, proposer ces nouveaux modèles. Donc là-dessus, la collaboration, elle est clé. Et c'est en ça que moi, j'y vois aussi un message d'optimisme dans la transformation qu'on peut y être, même si le chemin est difficile. Alors, le changement, il vient des entreprises, ou il devrait venir des entreprises. Il vient du public, des gens qui s'habillent tout bêtement. J'ai envie de vous poser une dernière question, parce qu'on est là aussi dans un événement public et avec des invités politiques. J'ai envie de vous demander quel est le rôle, selon vous, que la politique peut ou doit jouer dans cette transformation? On a répété, donc je sais qu'on n'est pas tous forcément alignés, mais en même temps on s'entend hyper bien tous. Et du coup non, je pense que quand on est petit et qu'on a en fait à l'échelle d'une marque, le but c'est pas de tous devenir en fait sur une marketplace vêtementsverts.com et d'avoir la même proposition. On fait avant tout des marques de mode, on crée des désirs de mode avec un style, une créativité, un storytelling, une culture. On est ancré dans notre histoire, notre vie, notre récit. Après, il y a des sujets qui doivent mettre tout le monde d'accord, effectivement. Donc des sujets, ça peut être des groupes de travail. Nous, on fait partie de groupes de travail sur la traçabilité, sur comment on peut mesurer la durabilité. Voilà, et c'est des sujets qui n'ont pas besoin d'avoir de label, où on peut tous y participer. Et il faut tous trouver une solution lisible pour les clients. Après, je pense que les lois doivent changer. Certaines lois doivent être posées. Moi, mon avis, c'est que Shine, qui vend un t-shirt à 2 € fait par un enfant aveugle dans une cave, pour exagérer, c'est pas possible. Et donc, une taxe carbone à l'entrée de l'Europe, mon avis personnel, c'est que ça doit absolument exister. Après, comme on sait que les lois sont jamais
viennent souvent d'un changement de société. C'est aussi aux entreprises de du coup mobiliser et de se mettre en coalition pour essayer d'être entendues. Et du coup là je ferai juste un clin d'œil En mode climat, qui est une initiative de nombreuses marques dont Patine fait partie, qui du coup a un certain nombre de propositions qui sont très raisonnables et en même temps qui peuvent faire changer des choses, et qui comprend notamment une taxe carbone pour les produits de mode très carbonés, l'affichage environnemental textile obligatoire et certaines pratiques de communication qui sont parfois exagérées, un marketing un petit peu plus modéré, un petit peu plus éthique. Voilà, donc je vous invite à suivre aussi ce mouvement. Merci Charlotte. Sébastien, tu veux dire un mot sur la politique? Ouais, on repart dans le changement culturel et le changement de gestion de la cité. Et je me suis embarqué sur un truc, mais il y a plein de choses pour changer très facilement notre secteur. C'est-à-dire, c'est notre rapport à la consommation, mais du coup notre rapport à la production. Pourquoi est-ce qu'on surproduit dans la mode? Pourquoi tout le monde surproduit? Nous, moi je suis complètement d'accord avec Charlotte quand elle parle, on est très bien petit, on est très bien de grandir à notre échelle, petit à petit, pas à pas, sur le temps long, s'éclater. Et du coup, dès la première saison de Veja, on s'est dit, mais jamais on les soldera. Jamais on fera de solde, jamais on surproduira. Et tant pis, on sera sold out, on sera en rupture de stock presque perpétuelle, mais c'est très aisé de grandir comme ça, très facile. C'est même deux gugus comme nous ont réussi à le faire, à grandir petit à petit, sans jamais faire de solde, sans jamais faire de publicité. On ne fait jamais de publicité, c'est devenu on a commencé comme ça et c'est devenu un principe, dans le sens où on réalloue les ressources dans la production et non pas dans des mannequins ou dont tu parlais, ou des campagnes ou des choses un peu artificielles finalement. C'est ça, je me recoupe, c'est le retour à la réalité sur les politiques, sur ta question sur la politique. Les politiques qui suivent, les politiques qui veulent être élus, les politiques qui veulent avoir 51%. Et en fait, nous, quand on lance Veja, personne ne comprend ce qu'est une basket bio, personne ne comprend ce qu'est une basket équilibrée socialement, etc. Et du coup, notre aventure, elle est à la marge, elle est à l'avant-garde. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire de jeter des pavés dans des vitres trop propres pour essayer de changer la façon dont on travaille. Et donc les politiques, pour les avoir fréquentés, les avoir vus, etc., je sais qu'il y a des fans du président de la République dans la salle, et c'est quelqu'un de très intelligent, mais ils ne sont pas là pour l'avant-garde, ils ne sont pas là pour changer. Ils sont là pour se faire élire, et se faire élire, finalement, c'est suivre, c'est convaincre 51%. Donc, on est très français. On a un truc toujours de regarder en haut et de regarder le président et le roi, etc. Mais j'y crois plus depuis longtemps. Les multinationales ont gagné, les multinationales comme H&M ont gagné depuis très longtemps, ont imprimé un rythme qui est... Et les GAFAM, n'en parlons pas. J'arrive, j'ai fini. Donc, les politiques suivent, ils ont un pouvoir qui s'est réduit à force de capitalisme mondialisé. Et donc je crois beaucoup plus aux gens, à nous, à chacune, à chacun, chacun à sa place, que ça soit Julie Marlène, pardon, pas Julie Hélène. Que ce soit Julie Hélène chez H&M, Charlotte chez Patine, toi dans ton métier, que chacun et chacune change à sa place, et ça ira très vite. Merci beaucoup sur ces mots d'espoir et de transformation. Je vous remercie infiniment de cette première table ronde, et nous allons sans plus attendre enchaîner avec un second sujet. Donc j'invite mes trois autres invités à nous rejoindre. Alors le second sujet que nous allons aborder, et qui est l'autre grande thématique du moment quand on parle de mode, c'est la question de la digitalisation, de la virtualisation de la mode. Alors tout le monde sait évidemment qu'on peut acheter ses vêtements sur Internet, qu'on peut voir des influenceurs sur Internet, qu'on peut suivre les défilés de mode sur Internet, bref, qu'on peut tout faire, et maintenant même les robots s'habillent. Donc cette question de la digitalisation et de la virtualisation de la mode est évidemment au centre de beaucoup des interrogations du secteur. Alors pour en parler avec moi, j'ai la chance d'avoir Alexandra Nervi, qui est Chief Digital Officer chez Jacquemus depuis peu.
Nicolas Santiveil, qui est PDG de AMI, et Jonathan Bellolo, qui est fondateur de Stage 11. Je prononce bien? Ok, super. Alors, merci d'être avec nous. J'ai envie de commencer par une question plutôt, là, pour le coup, business. Qu'est-ce que ça change, cette distribution massive de vêtements en ligne, le fait qu'on soit passé au digital pour consommer de la mode? Qu'est-ce que ça change du point de vue des marques? Qu'est-ce que ça change du point de vue du secteur? Est-ce qu'on maîtrise mieux, en fait, le rapport aux clients? Nicolas. Alors déjà bonjour Benjamin, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense qu'effectivement ça change beaucoup de choses. Je pense que ça change la portée d'une marque et qu'aujourd'hui la façon dont les marques sont pensées, ou même quand on rencontre des jeunes créateurs qui ont 20 ans, 15 ans parfois, il y a un reach global, il y a un potentiel qui est beaucoup plus large parce que ne serait-ce que par Instagram ou les outils, les réseaux sociaux, un jeune qui pense une marque de mode aujourd'hui sait qu'il peut directement toucher le monde entier. Il n'y a plus de limite. Donc j'entends le discours sur Patine, sur Veja, d'avoir des belles histoires en local. Mais aujourd'hui, je trouve que les jeunes ont un appétit qui n'est plus local. Et effectivement, c'est là que ça devient compliqué de conjuguer des valeurs et de l'international. Mais cela dit, je pense qu'il faut être très vigilant parce que ce digital donne une portée qu'on a rarement connu. Quelqu'un qui crée une marque il y a 10 ou 20 ans, commençait par la France, puis si ça marchait bien, il allait en Italie ou en Angleterre, c'est un exploit, il allait en Espagne, etc. Aujourd'hui, quand on crée une marque, un client américain, anglais, chinois, brésilien peut avoir accès à la marque le jour où vous la mettez en ligne. Donc ça veut dire que le potentiel est monstrueux, mais le risque aussi est monstrueux. Pour revenir à ta question, je pense que la complexité ou la finesse de l'exercice, c'est justement avec ces offres démultipliées, que ce soit des partenaires online, des plateformes, des collaborations et ce reach qui est tout de suite global, c'est comment garder la main sur sa marque, comment garder la main sur ses valeurs. Et par rapport à ce que tu disais Charlotte, ce que tu disais Sébastien, je pense qu'il n'y a pas un modèle, quoi. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de mettre en avant un modèle. Je pense que chacun a sa sensibilité, chacun a son projet. Effectivement, dans les grands groupes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont là depuis 10, 20 ou 50 ans, donc ça ne peut pas bouger aussi vite. Mais en revanche, ce que j'estime primordial, c'est de garder la main sur sa marque, que ce soit sur les messages qu'on véhicule, que ce soit sur les prix qu'on pratique. Et autant le potentiel est boosté, autant le risque est aussi boosté. Et donc, en fait, pour moi, le digital, c'est un moyen magique pour les marques d'avoir un contact direct avec son client, que ce soit pour raconter les marques et la valeur des marques, les histoires qu'on veut partager, mais aussi pour être cohérent avec son discours. Et parfois, comme il y a 20 ans l'été avec les grands magasins, quand une jeune marque rêvait d'être dans un grand magasin et qu'elle acceptait parfois des conditions inacceptables, avec des retours, des participations, tout était à sens unique, le parallèle avec aujourd'hui, c'est quand on négocie avec un pure player, avec une grande plateforme, il faut oser être sûr des valeurs de sa marque, oser être sûr de la traction, c'est un vilain mot, on va dire la désirabilité de sa marque. Et dans ce cas-là, qu'on soit petit, moyen ou gros, et j'aime pas trop faire du sectarisme en disant non, les petits ou gros, c'est pas bien. Non, chacun a son histoire, chacun a son modèle, mais en revanche, il doit y avoir zéro compromis sur votre marque, sur vos valeurs et sur ce que vous voulez raconter. Et ça, c'est très compliqué. Alexandra? Tu as un peu tout dit. Mais non, je suis entièrement d'accord. Après, c'est aussi, on parle de diffusion, c'est aussi une histoire de stratégie de marque. Les marques qui sont nées avec le digital, elles ne sont pas forcément partout. Elles ne sont pas forcément avec tous les partenaires. Elles ne sont pas diffusées sur du Zalando ou autre. Donc, elles maîtrisent quand même bien mieux et la data, et l'image, et le prix. Une marque qui est née effectivement il y a 20-30 ans, qui a eu besoin peut-être pour se lancer d'être un peu partout, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser ça et c'est assez, là où Nicolas a raison, c'est que le risque il est aussi fort que le potentiel business. Donc, Jonathan, vous partagez un micro à 3, mais il y en a un autre là. Voilà. Merci Alexandra. Nous, notre mission chez Stage 11, c'est d'aller explorer et participer à l'invention du digital de demain, du digital d'aujourd'hui déjà, mais surtout les visions pour demain, qui est une vision dans laquelle on se dirige vers plus de décentralisation avec l'utilisation de technologies blockchain. On a parlé souvent des NFT, ce genre de choses. Ça veut dire quoi? On va en parler après, ça c'est sûr. Ouais. Ça veut dire un monde digital où en fait la question clé c'est l'identité, la créativité et l'authenticité. Et des relations au digital qui sont plus équilibrées justement. Et on va en parler après, plein de choses à dire.
Alors, il y a une problématique liée au digital aussi, c'est ce qu'on appelle la création de contenu. C'est-à-dire que le digital, c'est en fait simplement un média, c'est un format dans lequel il faut évidemment il faut l'alimenter de plus en plus vite. C'est un gouffre sans fin. J'ai envie de dire, quelles sont, d'après vous, les bonnes stratégies aujourd'hui en matière de contenu? Est-ce qu'il faut le même contenu pour tout le monde, justement, pour cette planète entière? Est-ce qu'il faut au contraire le diversifier au maximum selon les canaux, les cibles qu'on vise? C'est quoi les bonnes pratiques là en la matière? Là encore, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Bon. Alors, il y a la marque qui est très incarnée, qui va avoir un contenu qui va être très très puissant, très fort et qui n'aura pas forcément besoin d'être différent d'une zone géographique à une autre. Il y a la marque qui l'est peut-être un petit peu moins et qui va... Et je casse mon téléphone. Merci. Et qui va peut-être travailler sur une stratégie un petit peu différente où le fond doit être le même, où le concept doit être déclinable à l'international et où ce qui va être créé va peut-être avoir des spécificités mais cosmétiques. Je peux te donner un exemple sur le dernier trimestre de l'année, qui est un trimestre qui est assez fort en termes de business, où c'est les fêtes de fin d'année, holiday season, etc. Nous, on va avoir un concept qui est global, donc qui sera le même partout. En revanche, ce que je vais mettre en avant en termes de produits, ce ne sera pas le même à New York, où je vais mettre de la party dress en mode lurex, des trucs de fête, parce qu'en fait, elle s'habille vraiment à l'occasion, donc c'est différent. Alors qu'en Europe, je vais pousser de la maille, je vais pousser de la maroquinerie. En fait, et pourtant, le discours sera le même, le storytelling sera quasiment le même, mais le produit que je vais leur proposer est plus un produit auquel elles s'attendent et dont elles auront envie. Donc c'est pas forcément une histoire de contenu qui sera drastiquement différent, c'est plutôt comment tu mets en avant les produits, ton offre, etc., dans un concept qui est homogène, qui est 360, etc. Est-ce que ça veut dire que le récit qu'on raconte, l'identité de la marque devient presque indépendant par rapport au produit ou par rapport à l'offre, en tout cas qui devient premier? Alors, moi, je vais me répéter un petit peu, mais je pense qu'il doit quand même y avoir une cohérence, et c'est un enjeu majeur pour les marques, parce qu'effectivement, que ce soit en direct avec son propre site ou avec les partenaires digitaux, les plateformes, on parle à tout le monde. Il y a quand même quelques exemples flagrants, si j'oserais peut-être pas citer le nom, mais d'une marque italienne qui a fait un gros clash avec la Chine en voulant faire une campagne virale qui était sous forme de la plaisanterie et qui les a totalement fait s'effondrer en Chine parce que les Chinois l'ont pris comme une insulte. Donc je pense qu'il faut rester cohérent avec sa marque, avec ses valeurs. Et le seul point commun que je verrais, c'est le respect. C'est-à-dire le respect de ses valeurs, mais aussi le respect des personnes à qui on s'adresse. Parce que sinon, le fashion faux pas aujourd'hui fait très très mal. Ouais. Donc, et c'est un point qu'on a un peu abordé, donc je me permets de le développer ici quand on a préparé cette table ronde. Je pense qu'on a tous vécu un moment assez dingue où en fait, je pense que la subtilité ou la complexité de la période qu'on vient de traverser, c'était d'être capable d'être agile à très court terme. Du jour au lendemain, on devait fermer nos bureaux, on devait trouver des manières de continuer à travailler, à créer, à présenter nos collections, à raconter notre histoire. Donc il y avait un côté un peu de Darwin Express, où il fallait vivre, il fallait relever la tête, rebondir. Mais en même temps, je trouve qu'il y avait un vrai danger à oublier sa stratégie, sa vision, et à trop regarder juste devant soi, en oublier le chemin qu'on voulait construire. Et je pense que c'est toute la difficulté aujourd'hui, encore avec le Covid qui est un petit peu plus derrière nous, on va être optimiste, c'est de se dire, bon, à travers ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qui fait partie de l'avenir et qu'est-ce qui était contextuel. Sébastien le disait tout à l'heure, je pense que l'énergie qu'on a, en tout cas je vais parler à la première personne, mais en échangeant comme ça, en faisant des rencontres, en présentant des gens, rien ne remplacera, aucun Teams, aucun Zoom, rien ne remplacera ça. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'on vient de traverser. Et donc d'arriver à se dire quelle est ma marque, où est-ce que je veux aller. Et là encore, je pense qu'il n'y a pas un modèle. Moi, je ne veux pas être donneur de leçons. Je travaille avec des gens qui sont très différents. Et il y a des réponses très différentes qui sont toutes autant pertinentes. Mais juste de se dire, voilà, n'oublions pas la ligne de mire. Surtout quand on dirige une équipe, quand on a du monde, parce qu'il faut les rassurer, il faut les embarquer, il faut les laisser s'exprimer aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont eu le temps de s'arrêter. Et je veux dire, le salaire passe après les convictions et les valeurs. Donc ce point-là de comment articuler court terme, long terme, pour moi, il est majeur. Merci Nicolas. Je pense que l'essentiel, c'est d'être authentique.
Et aujourd'hui, le public, et en particulier les jeunes, ont un détecteur ultra sophistiqué OBS. Et donc la clé, on l'a dit la dernière fois, enfin dans le panel d'avant, c'est de savoir créer des vrais liens avec sa communauté, ses communautés, et entamer un dialogue. Et en ce sens, tu as absolument raison, je trouve. Quelque part, on doit accepter en tant que marque de perdre un petit peu le contrôle et de accepter qu'en fait, on n'est pas maître de tout. Ce qui compte par contre, c'est d'être droit dans ses bottes et d'incarner un petit peu le message, le récit et le rêve avant tout qu'on projette à l'extérieur. Et c'est lorsqu'on touche juste que d'un coup, justement, on connecte potentiellement massivement grâce au digital. Et ça peut être global. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Est-ce que dans ce registre-là, alors je peux rester d'ailleurs un peu avec toi et évidemment Nicolas, Alexandra, vous allez réagir là-dessus aussi. Est-ce que la place du client dans l'écosystème digital n'est pas nouvelle? C'est-à-dire qu'on connaît les influenceurs, on pourrait aussi dire que dans certains cas, ils pourraient presque devenir ces clients des distributeurs eux-mêmes, ou en tout cas des vendeurs. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette évolution et l'expliquer un peu aussi? Absolument, et donc ça fait partie des possibilités qu'ouvre la technologie au fur et à mesure qu'elle se développe. C'est que, et en particulier sur les réseaux et dans les mondes virtuels qui existent déjà, que ce soit dans les réseaux sociaux traditionnels ou dans les jeux vidéo ou dans le metaverse, qui est un mot auquel on reparle. Qu'est-ce que c'est le metaverse? C'est justement ce nouvel Eldorado digital dans lequel chacun peut explorer son identité, créer des liens sociaux et vivre des expériences. J'espère authentiques. Et dans ces nouveaux landscapes digitaux, chaque personne portant sur soi, sur son avatar ou sur sa personnalité digitale, des vêtements qui représentent son identité, devient potentiellement un point de contact et un point de vente ou un point d'échange en tout cas avec les autres autour d'eux. Donc il y a une sorte de rapport immédiat qui peut se créer. Ce qui en fait est passionnant parce que ça crée le potentiel pour des business models entièrement nouveaux qui remettent au centre le créateur, la créativité et son rapport direct avec le consommateur qui lui-même peut recréer, remixer et finalement redonner de l'amour et du dialogue. Voilà. Le client au centre, c'est une vraie réalité. Ouais. Déjà. On peut partir de ça. Ouais. Nous, on s'est aperçu que des clientes, donc pas du tout des influenceuses, pas du tout des KOL ou des gens avec qui on travaille, étaient capables de... Enfin, on s'apercevait que on avait gagné des centaines et des centaines de followers en une soirée parce qu'une cliente qui a une petite communauté, qui poste beaucoup en organique et qui adore la marque, en fait, l'a fait découvrir à sa communauté. Et c'est pas quelqu'un avec qui on est en partenariat, c'est pas quelqu'un qu'on va payer. Et c'est quand même impressionnant parce que derrière, en fait, la relation est tellement authentique que ça marche tout seul. Tu peux lancer une opération avec une influenceuse avec qui, même si l'opération est super et que le contenu qui est créé est top, s'il n'y a pas cette authenticité, tu vas pas forcément en fait attirer d'autres personnes. Donc ça, pour moi, c'est un vrai point. Et après, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand je disais il y a des marques incarnées, des marques non incarnées, il y a des marques aussi qui sont nées avec le digital et qui, par essence, ont des clients qui sont très digitaux et qui vont poster de manière beaucoup plus fréquente, très organiquement, donc devenir des points de contact et être une vie. Alors, pardon, le mot vitrine n'est pas joli, mais c'est un peu ça pour la marque. Et les marques qui sont pas nées avec le digital et qui ont besoin de qui se sont digitalisées sur le tard, n'ont pas forcément cette communauté-là, et donc c'est pas aussi simple en fait. Nicolas. Oui, pour rebondir sur ce que disait Alexandra, je pense qu'effectivement, le pouvoir du client est très différent. C'est plus une finalité, ça peut être aussi un moyen pour une marque. Et la clé de voûte, c'est ce que disait Jonathan, c'est d'être cohérent, d'être sincère. On fera des erreurs. Toute marque fait des erreurs à un moment ou à un autre sur un marché, dans une communication. Mais si on l'a fait pour les bonnes raisons, normalement, là, on sera capable, en tout cas j'espère, de la corriger assez vite et d'identifier les erreurs à ne pas reproduire. Après, j'ai envie de faire une toute petite bifurcation, si tu me permets. Essaye. C'est juste sur l'ambition. Le thème ici, c'est conquérir, je crois, aujourd'hui. Pour pas mal voyager, alors moins ces derniers temps, et accompagner pas mal de créateurs, je voudrais tirer quand même un coup de chapeau à la France, un coup de chapeau à BPI. Je ne vais pas rentrer, Sébastien, dans un sujet politique, ne t'inquiète pas, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que voilà, pour parler avec beaucoup d'étrangers, il n'y a pas un pays au monde où la crise a été gérée comme elle a été gérée en France.
En France, j'ai plein de créateurs qui m'ont appelé quand on a annoncé le confinement, qui étaient en panique. 2 jours plus tard, ils voyaient le discours de Nicolas Dufourcq et je le dis et je l'assume. Félicitations et merci, vous avez sauvé beaucoup de monde et qui ont pu se concentrer sur les bons sujets de structuration et de développement et pas de juste comment je fais, comment je mets les gens au chômage, comment je vais fermer ma boîte, d'éviter la dépression. Donc je pense qu'il faut aussi du culot, il faut de l'ambition, il faut qu'on gère mieux notre rapport à l'argent, notre rapport au succès. Et je te le dis Alexandra, moi je trouve ça fabuleux ce que Jacques Mus fait. Je suis très fier de ce qu'on réalise chez Ami et je pense qu'il faut oser ces histoires. Je pense que Sébastien, tu es précurseur avec Veja, il faut partager l'histoire parce qu'en France on a peur, on n'ose pas, on se dit oh là là je serai jamais Patagonia ou jamais Veja, donc morale, on fait rien. Donc je trouve que si on partage, si on raconte et qu'on ose dire qu'on est ambitieux et qu'on a envie de développer une histoire qui est globale, qui est mondiale, sans forcément appartenir à un groupe, ben c'est possible, il faut y croire. Je fais exprès de porter ce petit coq orange parce que ce que fait la BPI aujourd'hui avec la French Touch, c'est justement de dire qui vont essayer de mieux accompagner, de mieux écouter et comprendre ce qu'on appelle vilainement les ICC, donc les industries culturelles et créatives, c'est-à-dire la mode, la musique, le cinéma, la gastronomie, l'architecture, qu'on casse un peu toutes les barrières que dans nos méthodes très franco-françaises, on segmente beaucoup trop. On a des talents créatifs majeurs. Et après, j'arrête mon speech. Après, je ferme la bifurcation. Après, tu fermes la bifurcation. Ouais. On me confisque le micro. Mais voilà, soyons fiers, osons. On a des talents créatifs exceptionnels en France. On a l'IFM qui a fait un projet majestueux. Je vous invite à aller le rencontrer et à voir comment ils ont mis le savoir-faire technique avec le management, avec la création sur le même toit. Je pense que d'ici quelques saisons, le monde entier va nous envier l'IFM. Donc, on a les moyens, on a les accompagnements avec la BPI. Osons. Et si on se gourre, si on se plante, c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. Donc voilà, je ferme là-dessus, mais vraiment, osons et partageons et racontons les réussites et les ratés également. Alors moi, j'avais une autre question, mais sur le digital. Ouais, mais j'y reviens. Tout à l'heure, on a parlé d'authenticité. Et le mot a plusieurs sens, mais il a un sens important dans la mode, c'est que c'est une des industries dans lesquelles la contrefaçon est la plus développée. Vous en savez tous quelque chose. Et justement, l'expansion des réseaux sociaux, de la connaissance mondiale des marques fait que ce souci de la copie est de plus en plus important. Et paradoxalement, ça pourrait être une solution pour l'avenir de la technologie et des fameuses NFT. Donc c'est le moment où on va en parler un peu, on va expliquer ce que c'est et pourquoi ça pourrait résoudre ce problème. C'est une autre manière de parler de la virtualisation de la mode que je trouvais intéressante. Oui, absolument. C'est un acronyme un peu barbare qui veut dire Non-Fungible Token, qui est un acronyme qui est issu de la finance, par opposition au Fungible Token. En fait, la manière simple d'y penser, c'est que ce sont des certificats d'authenticité, des certificats de propriété numérique qui ne sont pas hackables, pas craquables, pas copiables, qui garantissent que telle personne est propriétaire de tel produit identifié. Donc il y a à la fois 2 niveaux d'identité, l'identité de la personne et l'identité de la chose, l'objet. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette identité, elle devient traçable à travers la chaîne de valeur. Et du coup, on peut, si on met en place les bonnes pratiques, partir de la source et faire remonter des informations, que ce soit dans les pays comme le Bangladesh ou n'importe où, jusqu'à l'arrivée, à savoir le point de vente dans potentiellement les magasins traditionnels. Et puis en fait, la vraie arrivée, c'est ce qui se passe après, la vie d'après sur le second marché. Et donc ces outils-là sont absolument essentiels pour établir ce genre de transparence. Et en France, on a des entreprises fantastiques qui sont déjà sur le sujet. Et c'est un autre avantage du digital, c'est que ça donne la possibilité de collaborer entre entreprises et d'avancer en groupe. Et donc du coup de construire des histoires plus fortes et plus rapidement, potentiellement à l'étranger. Je sais qu'Alexandra, ce sujet de l'authentification, du fait que justement ces nouvelles technologies permettent d'établir l'authenticité ou l'unicité de la pièce, c'est un sujet important. Oui, de ton point de vue aussi. En effet, on en parlait la dernière fois, en fait, surtout quand on parle de seconde main. On ne peut pas ignorer ce marché qui va peser, je crois, 1,16 milliard très rapidement. En 2018, il y avait 16% des gens en France qui achetaient en seconde main. Aujourd'hui, c'est 29%. On a quasiment doublé. On a la puissance du marché de la seconde main, elle est là, elle est bien présente aujourd'hui. Les marques de luxe ou de luxe abordable qui voient leurs produits circuler sur toutes les plateformes de seconde main se posent forcément les questions de comment participer, comment prendre part à ce marché, sans finalité financière au début, parce que ce sera sans doute pas à court terme.
Et effectivement, donc avant Jacquemus, j'étais chez Bâche, on a lancé un projet de seconde main. On permet à nos clientes de revendre les produits qu'elles ont achetés sur le site directement depuis leur compte client. Donc, j'ai acheté une robe il y a 6 mois, je l'ai mise, je ne la mets plus. Je vais aller sur mon compte client, je vais cliquer sur Resell. Donc là aussi, c'est ce que tu dis, on a travaillé avec 2 autres sociétés qui nous ont accompagnés sur ce projet. Donc Reflant, qui nous permet d'intégrer un smart button, le fameux bouton revendre. Je rentre 2-3 infos, une photo, le prix que je veux en avoir. Et ça diffuse l'annonce sur toutes les plateformes avec qui ils travaillent de seconde main. Ça facilite le process. Et en parallèle, nous, ce qu'on fait, c'est que quand le produit est vendu et que la vendeuse est payée, elle a le choix de prendre l'argent comme elle l'aurait fait sur un Vinted, un Vestiaire Co ou autre, ou elle a le choix de le prendre en gift card majoré de 20% pour réacheter sur le site. Donc ça lui permet de redécouvrir les nouvelles collections et de revendre ce qu'elle ne met plus et qui encombre ses placards. Donc c'est un service qui est assez apprécié. Et on a, en plus de ça, du coup, couplé cet acte de revente avec la génération d'un certificat d'authenticité, d'un passeport digital, 2 fois. Non, il n'y a qu'à 7. Avec Ariani, qui donc nous permet d'ajouter un passeport d'authenticité du produit. C'est-à-dire que la personne qui va acheter le produit, s'il faut, elle l'aura acheté sur Vinted, elle n'est peut-être pas cliente de la marque, elle n'a peut-être jamais acheté sur le site en direct. Elle va prendre l'ownership de ce passeport, elle va le télécharger, donc elle va en avoir la propriété, être sûre que ce produit est authentique. Elle va du coup être aussi en mesure de le revendre pour que le cycle de vie continue de ce produit. Et en tant que marque, nous, et de manière totalement anonyme, on va pouvoir aussi lui pousser des messages via ce certificat et lui faire découvrir l'univers de la marque. Donc c'est un cercle vertueux. Dans la lignée du cercle vertueux, je pense que beaucoup de marques le considèrent, et tu l'évoquais il y a un instant, je pense que malheureusement certaines le considèrent que sous un aspect business, PNL, rentabilité. Or, dans beaucoup de cas, ce ne sera pas ou peu rentable, et c'est là que je reviens aux valeurs dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que si justement on est sur ces valeurs et qu'on veut agir, comme tu l'évoquais Sébastien, de se dire que chacun à notre échelle et à notre taille, on peut apporter notre pierre à l'édifice, en fait il ne faut pas regarder juste le PNL, c'est se dire je vais inscrire ma marque dans la durée. Et en plus, si on réfléchit bien, et ça c'est je pense ta conclusion, c'est aussi un moyen de mieux connaître ses clients. Donc si on repart à ta toute première question du début de la table ronde, comment mieux maîtriser à travers le digital sa marque, là c'est un moyen d'aller toucher des clients à qui on ne parlerait pas directement et qu'on ne maîtriserait pas parce qu'ils sont sur Vestiaire Collective, sur Vinted, sur Reflant, sur d'autres sujets. Là vous allez pouvoir leur parler, leur permettre de rentrer dans votre marque en achetant que la seconde main au début, et ça sera peut-être vos clients de demain ou d'après-demain. Et finalement pour la marque, c'est un moyen de mieux connaître, à défaut de gagner de l'argent, qui ne peut pas être la seule finalité, c'est un moyen de mieux connaître vos clients. Alors j'ai envie de vous poser une dernière question puisque le temps tourne et que nous allons bientôt conclure. J'ai envie de parler un peu de l'avenir. Moi je me demande quand même, j'ai l'impression que de plus en plus, ce n'est pas nos corps que nous allons habiller, mais les corps de nos avatars numériques, et que la mode, ça va devenir un truc vraiment virtuel. J'ai l'impression que le métavers ou le multivers, enfin le métavers dont tu parlais tout à l'heure, c'est un monde dans lequel on va apparaître aussi aux autres. Alors on va apparaître de manière pixelisée ou digitalisée, et on va bien s'habiller, on va pas être tout nu dans le monde digital. Donc est-ce que vous avez l'impression que l'avenir c'est aussi pour la mode de développer pas seulement des vêtements physiques mais virtuels? Bien sûr, c'est ma conviction que la réponse est oui, absolument. C'est pas seulement l'avenir, c'est exactement le présent. C'est des choses qui existent déjà et qui sont déjà pertinentes pour des centaines de millions de personnes, souvent des jeunes. J'ai envie d'ajouter que c'est pas nécessairement digital tout le temps, c'est aussi dans la vraie vie, et c'est l'interconnexion entre le digital et la vraie vie qui devient intéressante, et ça nous pose la question qu'est-ce que le réel, et nous on croit vraiment que le réel c'est l'endroit où on est, où on porte son attention, où on interagit. Et pour une grande génération de jeunes, il se trouve que parfois, oui, c'est dans Roblox, c'est dans Fortnite, mais c'est également dans la rue, et ils font pas de différence. Et donc en tant que le vêtement a 2 aspects. C'est à la fois évidemment un outil qui nous permet de ne pas avoir froid, mais avant tout, donc fonctionnel, mais avant tout c'est une expression de son identité et le message qu'on veut envoyer aux autres et le dialogue qu'on veut établir avec les autres grâce à ça. Et donc évidemment qu'il a une pertinence plus que jamais accrue dans le monde digital. Et ça peut être dans les jeux vidéo, mais ça peut être également en réalité augmentée. Et demain, pourquoi pas aussi dans le vêtement lui-même, avec les écrans qui pourraient arriver.
sachant que, je rejoins complètement le panel d'avant, ce devra se faire dans le respect le plus total d'une démarche d'écologie et ancrée dans la réalité d'une société plus équitable qu'on va rechercher ensemble. Bon, moi, je veux savoir quel est l'avenir de Jacquemus et d'Ami. Est-ce que vous allez faire des collections complètement digitalisées? Est-ce que vous allez habiller les avatars? Alors moi, tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, est-ce que demain on va s'habiller virtuellement? Je t'aurais dit non, instinctivement. Et en fait, là aujourd'hui j'ai envie de te répondre oui, parce que je me suis quand même pas mal, je trouve que ça va assez vite. Déjà, il faut qu'on parle d'avatar. Alors en France, on n'est peut-être pas encore vraiment là-dedans, mais en Chine, c'est juste un phénomène qui est extrêmement bien ancré. Et effectivement, tu as raison, l'avatar, il faut bien l'habiller. Et tu as énormément d'influenceuses qui revendiquent très très fort que le monde de la mode, donc c'est beaucoup de gaspillage, c'est de la surconsommation. Et que pourquoi pas s'habiller avec une robe de haute couture via son avatar dans Fortnite ou autre chose, parce que bon, quand tu es influenceuse, je ne sais pas si tu joues à Fortnite, mais on ne sait jamais, et qui explique que plutôt que d'avoir une robe que tu vas acheter 400 €, que tu vas mettre une fois en 6 mois, revendre après, pourquoi pas la créer avec ton avatar et pouvoir l'utiliser dans un monde parallèle. Donc j'ai l'impression que ça prend énormément d'ampleur et je pense que ça va exploser aussi assez vite. Et Nicolas, mot de la fin? Alors rapidement, chez Ami, en fait, nous, j'ai envie de te dire, les clients nous ont précédés. Il y a quelques saisons, il y a plusieurs saisons, on a reçu des messages de félicitations en disant bravo, vos avatars sont géniaux, votre collection online sur Animal Crossing, c'est dingue, vous êtes précurseurs. Je dis ah bon, mais où ça, quoi, comment? Et c'est des clients qui avaient eux-mêmes décidé des pièces de notre collection qu'ils portaient sur leur personnage en ligne et qui donc le mettaient eux-mêmes en avant. Donc j'ai envie de te dire, c'est même pas à nous de répondre, les clients l'ont déjà fait. Après, une fois de plus, dans la maîtrise de ta marque, c'est voir comment nous, on va pouvoir l'accompagner et construire là-dessus. Donc clairement, oui. Et après, j'aime beaucoup le point de Jonathan. Quand il dit que c'est pas juste le virtuel ou le réel l'un contre l'autre, c'est la combinaison des deux. C'est comme il y a quelques années quand on disait moi je suis tout online, donc j'arrête les boutiques, j'ouvre pas de boutique. Moi je pense que plus vous avez envie d'être online et plus vos boutiques sont importantes parce qu'elles racontent, elles rassurent. C'est un point de rassurance, c'est un point d'ancrage et c'est une façon de raconter votre marque, de recevoir vos clients. Donc là c'est exactement pareil. Je pense que c'est la complémentarité des expériences. C'est parce que vous ferez des belles choses dans le métaverse que les clients viendront dans vos boutiques et c'est parce qu'ils seront bien accueillis, qu'ils adoreront l'énergie, la philosophie, l'humeur que vous dégagez dans vos boutiques, qui seront encore plus accros des prochaines collections virtuelles que vous allez créer. Eh ben, merci infiniment à tous les trois. Merci au public. Merci. Merci. C'était le mot de la fin.